Et finalement, nous arrivons à une exposition où Péladan a eu un rôle important. C'est l'exposition Arte e Magia à Palazzo Roverella à Rovigo, en Italie. Donc, on pourrait dire vaste programme art et magie. Évidemment, Palazzo Roverella n'est même pas très grand, c'est pas le Louvre. Donc, on ne pouvait pas vraiment donner une exposition exhaustive des relations entre art et magie, mais quand même, il y avait de très beaux pièces, et je viens d'apprendre que deux collectionneurs qui sont dans cette salle aujourd'hui en étaient en partie responsables, mais j'ai apprécié particulièrement dans cette exposition de Rovigo qu'on mettait dans une lumière exacte et appropriée le rôle de Péladan. Donc Péladan, c'est important. Le salon Rose-Croix, c'est quelque chose d'essentiel. Si on veut commencer à discuter les relations entre art et magie, art et ésotérisme, on peut, c'est tout à fait légitime ne pas aimer Péladan, mais on ne peut pas se passer de Péladan dans une reconstruction historique de ces relations. Mais l'opposition n'est pas terminée. Ce monsieur que vous voyez, c'est une critique étoile à la télé britannique, Waldemar Januszak. Et encore en 2010, il écrivait vous ne tenez absolument pas à apprendre que votre artiste moderne préféré est appartenu à un secte occulte. Cela relègue l'art au niveau d'un Dan Brown. Aucun historien de l'art sérieux ne veut s'en occuper, ce qui est fou. Car il y a beaucoup d'historiens de l'art qui, dans les derniers 30 ans, ont pris connaissance des relations entre art moderne et ésotérisme. Mais le fait qu'on puisse écrire cela sur le Times de Londres montre que l'opposition continue. Et un autre exemple, c'est ancienne, mais je ne pense pas qu'il a changé d'idée. Yves Alain Bois, c'est l'un des grands spécialistes de Mondrian. Et dans l'un de ses livres sur Mondrian, il écrit qu'heureusement, les absurdités théosophiques qui lui avaient encombré le cerveau disparurent après peu d'années. Et ce qui n'était pas en tout cas l'opinion de Mondrian, car même dans les dernières années de sa vie, pendant la guerre à New York, il a toujours continué à renouveler sa carte de membre de la Société théosophique. Et il a écrit qu'il avait voulu créer l'art théosophique par excellence et qu'il avait tout pris de la doctrine secrète, c'est-à-dire l'ouvrage principal de la fondatrice de la théosophie, Madame Yelena Blavatsky. Alors, je cite Péladan, c'est pas par hasard, je cite Mondrian, c'est pas par hasard. J'ai consacré quelques petites études à Mondrian et l'ésotérisme. Et donc, il y a une lettre de Mondrian de 1919 et il mentionne, en plus de la doctrine secrète, un autre livre où vous trouverez, il dit beaucoup de moi, car son inspiration remonte aux mêmes sources anciennes, occultes. Alors, ce livre, c'est comment on devient fait de Péladan. Ce qui va surprendre quelqu'un, mais là, c'est tout le point de mon exposé. On a mis de côté, on a caché le rôle de l'ésotérisme et de l'occultisme sur l'art moderne. Car quand vous pensez à Mondrian, vous pensez à l'ultra-moderne, à l'art abstrait. Mais de l'autre côté, ici, il y a Mondrian qui dit qu'il tient deux livres près de lui. C'est la doctrine secrète de Blavatsky et c'est comment on devient fait de Péladan.